Une fille entra dans un restaurant gastronomique de luxe, tenant un bébé dans ses bras. Elle était pauvre, sale et tremblante, mais son regard demeurait ferme. Elle fixa droit dans les yeux le milliardaire assis dans son fauteuil roulant et dit calmement « Sauvez mon frère, et je vous ferai marcher à nouveau. » Tout le monde éclata de rire, y compris lui. Pourtant, ce qui se passa ensuite changea tout, car ce qui semblait absurde allait bientôt se révéler vrai. Avant de continuer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. Ah, et dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Cela nous fait toujours plaisir de le savoir. Arnaud Lemieux était assis seul à sa table habituelle dans un restaurant chic du centre de Paris près de la place Vendôme. L'endroit respirait le calme et l'élégance, un murmure de conversation feutrée se mêlait au cliquetis délicat des couverts d'argent. Les serveurs vêtus de gilets noirs impeccables glissaient entre les tables avec aisance, portant des plateaux étincelants sous la lumière dorée des lustres en cristal. Malgré son fauteuil roulant, Arnaud donnait l'image d'un homme maître de lui-même. Son costume, sur mesure, sa montre en argent et son regard perçant traduisaient puissance et richesse. À 48 ans, il avait bâti sa fortune dans la technologie et les investissements intelligents. On le respectait. Certains le craignaient, d'autres l'admiraient, mais personne ne l'avait jamais qualifié de bienveillant ni d'émotif. Ce jour-là, alors qu'il savourait son repas en contemplant Paris à travers les grandes vitres du restaurant, un événement inattendu bouleversa cette tranquillité. Les portes s'ouvrirent soudainement et une jeune fille entra. Elle paraissait totalement déplacée dans ce décor raffiné, vêtue de haillons, les bras serrés autour d'un bébé fragile. Ses cheveux étaient emmêlés son visage marqué par la fatigue, mais dans ses yeux brillait une intensité inhabituelle, sérieuse et lucide. Sans la moindre hésitation, elle marcha droit vers la table d'Arnaud. Les clients la remarquèrent aussitôt. Certains poussèrent un cri étouffé, d'autres murmurèrent, et quelques-uns regardèrent les serveurs attendant qu'ils la fassent sortir. Mais la fille ne montrait aucune peur. Elle avançait calmement, serrant le bébé contre elle. Lorsqu'elle atteignit la table d'Arnaud, elle s'arrêta et le fixa droit dans les yeux. Sa voix claire et ferme ne contenait ni supplique ni tremblement. « Si vous sauvez mon frère, je vous ferai marcher à nouveau. » Ces mots suspendirent le temps. Un silence complet s'installa. Arnaud la regarda d'abord surpris, puis incrédule. Puis malgré lui, il éclata d'un rire bref et sec, un rire d'incrédulité. Dans la salle, d'autres rirent aussi plus timidement. Certains semblaient gênés, hésitants entre continuer à observer ou détourner le regard. Arnaud secoua la tête, persuadé qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Une enfant, prétendant guérir ce que les meilleurs médecins du monde n'avaient pas su réparer, c'était ridicule. Mais la fillette ne rit pas. Elle resta immobile, serrant le bébé contre elle, le fixant toujours avec gravité. Ses yeux ne clignaient pas. Arnaud l'observa de nouveau, plus attentivement. Elle devait avoir 10 ou 11 ans. Ses vêtements étaient déchirés, ses mains sales, mais ses yeux, ils ne correspondaient pas au reste. Ils étaient stables, calmes, déterminés, les yeux d'une âme qui avait vu bien plus que son âge ne le laissait penser. Quelque chose dans son regard le troubla. Arnaud avait affronté des magnates, pris des décisions impossibles, survécu à des crises financières. Mais cet enfant le déstabilisait. Il n'aurait su dire pourquoi. Il ne croyait ni à la magie, ni au miracle, seulement à la logique, à la science et aux chiffres. Pourtant, voilà qu'une gamine venait de lui faire une promesse qu'aucun adulte n'aurait osé formuler. Cela l'irrita et l'intrigua. Il détestait être pris au dépourvu, surtout par un enfant. Cependant, Arnaud ne laissa rien paraître.
D'un léger geste de la main, il fit signe à ses gardes du corps. 2 hommes en costume sombre s'approchèrent aussitôt, prêts à intervenir. Sans dire un mot, Arnaud désigna la fillette. Les gardes se placèrent à ses côtés. Ils ne la touchèrent pas d'abord, essayant de la raisonner, lui disant qu'elle ne pouvait pas rester ici, qu'elle devait partir. Mais la fille ne bougea pas. Elle jeta un dernier regard à Arnaud et dit simplement « Vous pensez que je mens, mais je sais ce que je dis. » Puis lentement, elle se tourna et se laissa guider vers la sortie. Le bébé émit un léger gémissement sans pleurer. Elle ne demanda pas d'argent. Elle n'expliqua rien. Elle disparut comme elle était venue, silencieuse, résolue, hors de place, mais inoubliable. Peu à peu, le restaurant retrouva son calme apparent, mais l'atmosphère avait changé. Chacun savait qu'il venait d'assister à quelque chose d'étrange. Arnaud reprit son repas, feignant que rien ne s'était passé. Il coupa un morceau de son filet de bœuf, le porta à sa bouche et mâcha lentement. Mais son esprit, lui, n'était plus tranquille. La voix de la fille résonnait encore dans sa tête, ses mots revenant comme un écho obstiné. « Je vous ferai marcher à nouveau. » C'était insensé. Il avait consulté les meilleurs chirurgiens et spécialistes du monde. Son état n'était pas temporaire. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait réparer. C'est ce qu'il avait toujours cru. Mais à présent, un doute léger agaçant s'insinuait en lui. Et si elle n'était pas folle? Et si elle savait quelque chose qu'il ignorait? Il ne voulait pas y croire pourtant, il ne parvenait pas à chasser cette idée. Le visage de la fillette. Sa voix, la calme assurance qu'elle dégageait, restait gravée dans son esprit, comme un puzzle auquel il manquait une pièce. Le reste de la soirée passa sans qu'il ne retrouve sa concentration. Il sauta le dessert, régla l'addition, sans y jeter un œil, et fit signe à son assistant d'amener la voiture. Sur le trajet du retour, Arnaud regarda par la vitre, observant les lumières de Paris se fondre les unes dans les autres. Ses pensées revenaient sans cesse à cette scène du restaurant. Pourquoi cette fille l'avait-elle choisie? L'avait-elle reconnue grâce à un article? Ou n'était-ce qu'un hasard, une tentative désespérée, entrant dans le plus beau restaurant qu'elle qu'ait trouvé espérant de l'aide? Il ne croyait pas au destin, mais toute cette situation lui semblait trop étrange pour être ignorée. Il se demanda ce qu'avait le bébé. Était-il malade mourant? Pourquoi n'était-elle pas allée à l'hôpital? Et comment, dans quel monde, sauver un nourrisson pourrait-il lui rendre l'usage de ses jambes? Cela n'avait aucun sens, mais la logique ne suffisait pas à effacer le souvenir qui repassait sans cesse dans sa tête. Cette nuit-là, Arnaud tenta de dormir en vain. Étendu sur son lit, il fixait le plafond, écoutant le léger bourdonnement des appareils médicaux de sa chambre. Il vivait seul dans un vaste penthouse sur la Seine, rempli de meubles coûteux et de silence froid. Depuis des années, il avait accepté cette vie prospère, respectée mais brisée physiquement. Il avait construit des murs autour de lui, refusant à quiconque de s'approcher. Il n'avait besoin ni d'espoir ni d'illusion. Pourtant, une simple phrase prononcée par une étrangère sale et fatiguée avait fissuré cette armure. Il ferma les yeux, cherchant à calmer ses pensées, mais l'image de son visage revenait sans cesse. Il ne connaissait même pas son nom, et pourtant il ne pouvait l'oublier. Il se demandait ce qui se serait passé s'il lui avait posé plus de questions, s'il avait écouté au lieu de rire, s'il l'avait prise au sérieux, ne serait-ce qu'un instant. Était-il trop tard? Ou pas encore? Dans son appartement, le silence paraissait plus lourd que d'habitude. Tout autour de lui restait identique, le salon impeccable, les grandes baies vitrées, ouvrant sur les lumières de la ville, le mobilier moderne arrangé avec soin. Mais ses pensées, elles n'étaient plus les mêmes. Il revoyait encore et encore la scène du restaurant, entendant cette voix résonner. « Je vous ferai marcher à nouveau. »
C'était insensé, mais la façon dont elle l'avait dit rendait ces mots impossibles à oublier. Arnaud avait rencontré toutes sortes de gens, des hommes d'affaires, des scientifiques, des rivaux, des menteurs. Mais cet enfant n'était comme aucun d'eux. Elle n'avait pas demandé d'argent, n'avait pas pleuré, n'avait pas cherché à le convaincre. Elle avait simplement dit ce qu'elle avait à dire, puis elle était partie. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta allongé les yeux ouverts, le cerveau en ébullition. Quelque chose chez elle le troublait. Il voulait comprendre. Il avait besoin de savoir. Était-ce de la curiosité, de l'orgueil, ou autre chose plus profond qu'il refusait d'admettre? Peu importait, il ne pouvait pas oublier. Le lendemain matin, Arnaud demanda à son assistant de le ramener au restaurant. Le personnel le reconnut immédiatement et le traita avec le respect habituel, mais cette fois, il n'était pas venu déjeuner ni parler affaires. Il demanda à visionner les enregistrements de sécurité de la veille. Le directeur hésita d'abord, puis après un appel rapide de l'équipe juridique de Lemieux, accepta. Arnaud s'installa dans un bureau avec son assistant et regarda attentivement la vidéo. On y voyait la jeune fille entrer marcher droit vers lui, parler puis être escortée dehors par la sécurité. Arnaud ordonna ensuite à son assistant de suivre les caméras de rue. Grâce aux images, ils retracèrent son chemin. Elle descendait le trottoir, tournait à un coin de rue et finissait par disparaître dans une ruelle étroite entre deux vieux immeubles. La curiosité d'Arnaud se transforma alors en détermination. Il devait la retrouver. Elle détenait des réponses qu'il n'avait pas. Il demanda à son chauffeur de le conduire sur place. Le quartier était bien loin de ceux qu'Arnaud fréquentait, immeubles délabrés, rues sales passants indifférents. Personne ne prêta attention à la berline noire garée au bord du trottoir. Arnaud resta dans le véhicule, tandis que son assistant interrogeait les habitants discrètement. Après quelques minutes, une petite silhouette sortit de derrière une benne à ordures. C'était elle la même fille que la veille. Elle semblait surprise, mais pas effrayée. Arnaud baissa la vitre et la regarda. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Alan » répondit-elle. Le bébé remua légèrement dans ses bras et elle le serra un peu plus fort. « Et lui » demanda Arnaud. « Lucas, c'est mon petit frère. » Arnaud hocha lentement la tête. « Pourquoi as-tu dit que tu pouvais me faire marcher à nouveau ?» Alan ne détourna pas le regard. Sa réponse arriva aussitôt, comme si elle attendait cette question depuis longtemps. « Parce que je crois que quelqu'un vous empoisonne. » Sa voix était calme, presque neutre, comme si elle énonçait une évidence. Pourtant pour Arnaud, c'était comme un choc glacé. Il la fixa, abasourdi, incapable de répondre. Un empoisonnement. C'était absurde. Il était milliardaire, entouré de médecins, d'infirmiers, d'assistants et de spécialistes. « De quoi parles-tu » demanda-t-il enfin. Alan changea le bébé de bras. « Votre femme, c'est elle qui vous donne vos médicaments, non? Des compléments alimentaires. » Arnaud acquiesça lentement. « Oui, elle s'occupe de moi. Elle gère mes traitements. » Alan hocha la tête, comme si elle le savait déjà. Je l'ai vu acheter quelque chose, une petite bouteille, sans étiquette à un homme du vieux quartier. Il vend des choses dangereuses. Je l'ai déjà vu vendre le même produit utilisé sur des chiens errants après l'avoir bu. Il ne marchait plus. Arnaud essaya de comprendre, mais la fillette ne semblait pas mentir. Elle ne tremblait pas, ne bégayait pas. Elle paraissait simplement épuisée, mais sûre d'elle. Pourtant, tout cela défiait la logique. Sa femme était restée à ses côtés depuis son accident. Elle l'avait soutenue, aimé aider. Pourquoi aurait-elle fait cela? Cela n'avait aucun sens, mais malgré lui, les mots d'Alan restèrent dans sa tête. Il lui demanda comment elle pouvait en savoir autant sur cette bouteille. La fillette expliqua qu'elle vivait dans la rue depuis des années, qu'elle voyait ce que les autres ignoraient.
Elle avait déjà vu cet homme vendre du poison. Et une fois, alors qu'elle dormait près de son étal, elle avait vu une femme acheter le même flacon. L'étiquette avait été arrachée. Elle se souvenait aussi que son frère était tombé malade après avoir touché une bouteille vide identique. C'est ainsi qu'elle avait appris à éviter tout ce que cet homme vendait. « J'ai vu son visage », dit-elle. « C'était elle, votre femme. » Arnaud resta silencieux. Son visage demeura impassible, mais ses pensées s'agitaient. Si Alan disait vrai, tout ce qu'il croyait depuis des années pouvait être faux. Mais comment le prouver? Et si la fille le manipulait? Il voulait la rejeter, mais il ne pouvait s'empêcher d'y penser. Il regarda le bébé. Il était maigre et pâle, mais respirait encore. Alan expliqua que Lucas avait besoin d'une opération, que c'était pour cela qu'elle était venue au restaurant. Le désespoir. Pourtant, au lieu de demander de l'argent, elle avait fait cette étrange promesse. « Sauvez-le et je vous ferai marcher à nouveau. » Maintenant, Arnaud comprenait ce n'était pas une promesse magique, mais un avertissement. Si quelqu'un l'empoisonnait vraiment, arrêter ce poison pouvait signifier guérir, peut-être même remarcher. Alan n'avait ni preuve, ni science, mais elle avait l'instinct et l'expérience. Elle le fixa dans les yeux. « Je sais ce que j'ai vu, » dit-elle. « Je ne veux rien de vous. Je veux juste sauver mon frère. Mais j'ai pensé que si je vous disais la vérité, peut-être que vous écouteriez. » Arnaud resta muet un long moment. Le doute s'était installé, et une fois entré dans l'esprit, il ne part plus facilement. Il demanda à son assistant de trouver un endroit sûr où Alan pourrait dormir, puis rentra chez lui. Sur le chemin du retour, il repassa dans sa tête toutes les années écoulées, ses traitements, ses pilules, ses horaires. Sa femme avait toujours tout contrôlé. C'est elle qui parlait au médecin, qui décidait de ce qu'il devait prendre, de ce qui marchait ou non. Il ne s'était jamais posé de questions. Pourquoi l'aurait-il fait? Il lui faisait confiance. Elle avait pleuré à son chevet après son accident promis de rester pour toujours. Mais à présent, cette promesse semblait moins solide. Avait-il été aveugle? Il ne voulait pas croire qu'une personne si proche ait pu mentir ainsi, mais il avait désormais une raison de douter. Une fois chez lui, il ne parla à personne. Il se rendit directement dans son bureau, verrouilla la porte et resta silencieux. Les mots de la fillette résonnaient encore. « Je crois que quelqu'un vous empoisonne. » Arnaud se renversa dans son fauteuil. Pour la première fois depuis des années, il ne savait plus quoi penser. Mais une chose était claire, il devait découvrir la vérité. Assis à son bureau, il fixa la petite bouteille posée devant lui, l'une de celles que sa femme lui donnait chaque matin, en les appelant « vitamines naturelles ». Il n'avait jamais douté jusqu'à ce jour. Mais après sa rencontre avec Alan, il ne pouvait plus ignorer le doute grandissant. Quelque chose dans l'histoire d'Alan semblait trop cohérent pour être écarté. Alors, sans en parler à personne, Arnaud contacta un laboratoire privé. Il ne voulait pas impliquer ses médecins ni quiconque de son entourage pour le moment. Il demanda simplement que des analyses toxicologiques complètes soient effectuées sur le contenu des flacons qu'il prenait chaque jour. Un coursier vint chercher les échantillons et lui assura que les résultats seraient disponibles dans quelques jours. Tout ce qu'Arnaud pouvait faire désormais, c'était attendre. Il se sentait nerveux, en colère et plein d'incertitudes. Une partie de lui pensait encore que tout cela pouvait être une erreur, mais au fond, une autre partie avait peur que ce ne soit pas le cas. En attendant les résultats, il pensa de nouveau à Alan et à son petit frère Lucas. Le bébé lui était apparu si faible. Alan avait dit qu'il avait besoin d'une opération urgente. Arnaud décida de vérifier son histoire. Si elle mentait, il le saurait rapidement. Mais si elle disait vrai, il pourrait réparer quelque chose. Il contacta donc l'une des meilleures cliniques privées de Paris
et organisa tout lui-même sous un faux nom pour éviter l'attention. Il ordonna à son assistant d'aller chercher Alan et le bébé pour les conduire à l'hôpital le jour même. Lorsque la fillette apprit la nouvelle, elle resta figée, incapable d'y croire. D'abord confuse, elle demanda si c'était une blague. Quand l'assistant lui expliqua qu'Arnaud était sérieux et qu'il avait déjà payé la totalité des frais, elle resta silencieuse quelques secondes, puis ses yeux se remplirent de larmes. « Merci », murmura-t-elle, serrant Lucas contre sa poitrine. Les médecins examinèrent immédiatement l'enfant. Le diagnostic fut grave, une malformation cardiaque congénitale nécessitant une intervention d'urgence. L'opération serait complexe, coûteuse et risquée, mais grâce au financement, les médecins purent agir sans attendre. Lucas entra au bloc opératoire le lendemain matin. Alan resta dans la salle d'attente tout le temps de l'opération, tenant dans ses mains un petit jouet qu'on lui avait donné. Elle ne dormait pas, ne mangeait pas, ne parlait pas. Pendant ce temps, Arnaud restait chez lui, regardait l'horloge attendant les nouvelles. Les heures passèrent, puis, enfin, l'appel arriva. Lucas avait survécu. Le chirurgien affirma que l'opération s'était déroulée mieux que prévu. L'enfant aurait besoin de repos, mais il était hors de danger. Arnaud resta assis abasourdi. Il s'était préparé à recevoir une mauvaise nouvelle. Mais pour la deuxième fois, les paroles d'Alan se révélèrent vraies. D'abord, son étrange mise en garde, puis sa foi inébranlable en la survie de son frère. Il ne savait plus quoi penser. Quelque chose changeait en lui, lentement, mais profondément. Quelques jours plus tard, les résultats du laboratoire arrivèrent. Arnaud ouvrit le rapport avec prudence, redoutant ce qu'il allait lire. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Les capsules, ces prétendues vitamines, contenaient une substance toxique. Pas un poison rapide, mais quelque chose de plus insidieux en petites doses répétées. Elles s'accumulaient dans le corps. Ses effets principaux: dégénérescence musculaire progressive et atteinte du système nerveux. En termes simples, cette substance pouvait provoquer une paralysie après une exposition prolongée. Arnaud resta immobile, le regard fixé sur la feuille. Son esprit était à la fois vide et saturé. Tout ce temps, il avait cru que son corps l'avait trahi, que l'accident avait détruit sa capacité à marcher. Mais à présent, plus rien n'était sûr. Peut-être avait-il été lentement empoisonné jour après jour par quelqu'un qui prétendait l'aimer, quelqu'un en qui il avait une confiance totale. Quelqu'un qui ne l'avait jamais quitté depuis le jour de son accident. La douleur qu'il ressentit alors n'était plus physique, mais morale, profonde, presque viscérale. Il ne pleura pas, ne cria pas, ne cassa rien. Il resta simplement assis en silence, face à la vérité inscrite noir sur blanc. Et cette vérité, c'était une fillette des rues qui l'avait vue avant tous les médecins du monde. Elle avait observé un détail, un geste, et compris ce que personne n'avait voulu voir. Il se souvint de ces mots. « Je crois que quelqu'un vous empoisonne. » Il avait ri. Maintenant, il ne pouvait plus. Il se sentit honteux. Alan avait sauvé son frère, et dans le même mouvement, elle avait révélé un crime que nul autre n'aurait osé soupçonner. Arnaud repensa aux dernières années, à ces petits changements dans son état, aux moments de faiblesse qu'on lui disait normaux. Il avait tout cru. Et désormais, il devait affronter l'idée que la coupable était celle qu'il aimait le plus. Il savait ce qu'il avait à faire. Il ne pouvait plus détourner le regard. Il contacta son équipe juridique et ordonna une enquête complète sur ses dossiers médicaux, ses prescriptions et les fournisseurs des compléments qu'il prenait. Il ne dit rien à sa femme, pas encore. Il voulait être certain. Mais au fond, il savait déjà. Il y avait trop de coïncidences, trop de signes. Il appela aussi l'hôpital pour avoir des nouvelles de Lucas. Le médecin annonça que le bébé se rétablissait bien.
Alan était toujours là endormi sur une chaise à côté du lit de son frère. Elle refusait de le quitter. Arnaud demanda à son assistant d'organiser quelque chose de mieux pour elle, un vrai lit, des vêtements propres, de la nourriture. En quelques jours, elle avait fait pour lui plus que quiconque depuis des années. Ce soir-là, assis seul dans son bureau, contemplant le ciel nocturne à travers les hautes fenêtres, Arnaud comprit quelque chose d'essentiel. Il avait passé sa vie à construire des murs, à faire confiance aux chiffres et au contrôle. Mais la vérité venait de l'endroit le plus inattendu, et elle venait de tout bouleverser. Le lendemain matin, Arnaud s'assit face à sa femme dans leur grande salle à manger froide. Elle semblait d'abord confuse, ne comprenant pas pourquoi il l'avait convoquée si tôt pour une conversation privée. Mais Arnaud ne souriait pas. Il ne posait pas de questions poliment. Il déposa un dossier sur la table entre eux. À l'intérieur, des copies, des analyses de laboratoire et des rapports médicaux prouvant clairement la présence d'une substance toxique dans les pilules qu'elle lui administrait depuis des années. Il ne dit rien d'abord. Il la laissa ouvrir le dossier et lire. Ses mains tremblaient. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, son visage était livide. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en essayant de garder contenance. Arnaud ne répondit pas. Il désigna simplement la porte où son avocat se tenait impassible. À cet instant, l'expression de sa femme changea. Elle cessa de jouer. Sa voix se fit plus grave. « Tu allais me quitter, dit-elle. Je le savais, je le sentais. Et si tu étais paralysé, tu ne partirais pas. Tu resterais. » Arnaud resta figé, abasourdi. Son cœur battait fort, mais sa voix demeura calme. « Alors, tu pensais que me transformer en prisonnier de mon propre corps était une solution? » Elle fit un pas vers lui, les larmes aux yeux, mais il ne voulait pas entendre d'excuses. « Tu m'as menti. Tu as brisé quelque chose que rien ne pourra réparer. » Elle parla de peur de solitude, d'un amour devenu folie. Mais rien de tout cela ne comptait plus. Arnaud l'avait aimé, il lui avait fait confiance plus qu'à quiconque. Et maintenant, il comprenait que cette confiance avait été utilisée contre lui. Après quelques secondes de silence, il lui dit de partir. Tout était déjà réglé par son avocat, la maison, les comptes, la sécurité. Elle ne reviendrait plus. Elle le regarda une dernière fois, puis tourna les talons. La porte se referma derrière elle avec un bruit sec. Pour la première fois depuis des années, Arnaud était vraiment seul. Et étrangement, cette solitude lui parut plus honnête que tout ce qu'il avait vécu récemment. Dans les jours qui suivirent, il contacta une nouvelle équipe de médecins. Il ne voulait plus personne lié à son ancienne vie. Il exigea des examens complets, de nouvelles évaluations, un second avis sur tout. Les spécialistes furent stupéfaits. Les rapports anciens contenaient de fausses informations et plusieurs traitements qu'il avait suivis non seulement étaient inutiles, mais avaient aggravé son état. La révélation la plus incroyable arriva une semaine plus tard. L'un des médecins s'assit face à lui et déclara « Votre paralysie n'est pas définitive. Avec une rééducation adaptée, vous pourriez retrouver vos mouvements. » Mais il aurait fallu commencer il y a des années. Arnaud resta sans voix. Il ne savait pas s'il devait se réjouir ou exploser de colère. Pendant si longtemps, il avait cru être condamné à ce fauteuil. Et voilà que son corps n'avait jamais été le vrai problème. C'étaient les mensonges autour de lui. Il commença immédiatement un nouveau programme de rééducation. Ce serait difficile, douloureux, long. Mais désormais, il avait quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, la vérité. Et cela changeait tout. Pourtant, même absorbé par sa guérison, Arnaud ne cessait de penser à Alan et à son frère. Après l'opération, ils avaient disparu. L'hôpital expliqua qu'ils étaient répartis dès que Lucas fut assez fort pour sortir.
Arnaud leur avait proposé de l'aide, un logement, tout ce qu'ils voudraient, mais ils avaient refusé. Ils s'étaient volatilisés. Cela le hantait. Il ne voulait pas les remercier avec de l'argent. Il sentait qu'il leur devait quelque chose de plus profond, de plus vrai. Alan lui avait ouvert les yeux sur une vérité que personne d'autre n'avait osé voir. Elle avait surgi dans sa vie, dit ce qu'il fallait dire, sauvé son frère, et probablement lui aussi. Et maintenant, elle n'était plus là. Il ne connaissait même pas son nom complet. Il demanda à son assistant d'entreprendre des recherches discrètes. Pas de police, pas de médias, juste des questions posées aux bons endroits. Il ne voulait pas envahir sa vie, seulement comprendre. Qui était cette fille? Comment avait-elle su ce que personne n'avait vu? L'enquête progressa lentement. Alan ne semblait pas avoir de tuteur légal, pas de dossier scolaire, aucun enregistrement médical avant l'opération de Lucas. Elle était comme une ombre dans le système. Chaque piste menait à une impasse. Arnaud s'impliqua de plus en plus personnellement. Il ne parla à personne de ce qu'il faisait, pas même aux médecins qui l'aidaient à se rétablir. Chaque nuit tard, il s'asseyait à son bureau et consultait des dossiers, des photos, des témoignages. Il payait des gens du quartier où Alan avait été vu pour la dernière fois. Certains se souvenaient vaguement d'elle. La fille avec le bébé, disait-il. Elle ne causait jamais de problème, restait tranquille. Arnaud commença à rassembler chaque petit détail, un endroit où elle avait dormi, une personne qui lui avait donné à manger. Peu à peu, il traçait un chemin, non pas pour la contrôler ou l'utiliser, mais pour réparer ce qui devait l'être. Chaque étape de sa rééducation lui rappelait qu'il la devait à Alan. Et plus il pensait à elle, plus il comprenait que sa dette ne relevait pas de la gratitude, mais de la responsabilité. Il avait bâti sa vie sur le pouvoir, la logique et le contrôle. Désormais, il la reconstruisait sur quelque chose de nouveau, l'humilité. Alan n'avait aucune raison de l'aider. Elle aurait pu l'ignorer passer son chemin, mais elle ne l'avait pas fait. Elle était entrée dans un restaurant où elle n'avait pas sa place, avait prononcé une phrase impossible, et tout avait changé. Arnaud repensait à ce moment chaque jour. Il voulait lui dire combien cela comptait, lui faire savoir qu'elle n'était pas invisible, que quelqu'un la voyait, quelqu'un se souciait d'elle. Plus il la cherchait, plus il espérait la retrouver. Pas seulement pour la remercier, mais pour lui offrir quelque chose de réel. La sécurité, une chance, la possibilité de ne plus simplement survivre, mais de vivre. Lucas aussi méritait mieux. Arnaud savait que l'argent ne réglait pas tout, mais il pouvait ouvrir des portes, et il voulait leur ouvrir toutes celles possibles. Mais d'abord, il devait les retrouver. Alors, il continua à chercher discrètement, patiemment. Cette fois, ce n'était ni pour les affaires, ni pour la vengeance. C'était personnel. Et pour la première fois de sa vie, Arnaud Lemieux poursuivait quelque chose, non pour le profit, mais pour la vérité. Finalement, il reçut des nouvelles de son enquêteur privé. Après des semaines de recherche, un petit indice apparut, un nom mentionné dans le registre d'un refuge lié à une adresse temporaire dans un bâtiment abandonné dans un quartier oublié de la ville, rarement visité par la police ou les services sociaux. Arnaud ne perdit pas de temps. Il demanda à être conduit sur place immédiatement. Le bâtiment tombait en ruine. Les murs étaient à couvert de graffitis, les vitres brisées. À l'intérieur des matelas usés, quelques meubles récupérés dans la rue des enfants, jouant avec des bouteilles en plastique et des jouets cassés. Arnaud parla à plusieurs personnes, demandant s'ils connaissaient une fille nommée Alan. La plupart ne répondirent pas, puis une femme âgée s'avança. Elle avait les cheveux gris attachés dans un foulard et portait un pull rapiécé. « Oui, dit-elle. Alan vit ici. C'est une bonne fille. » Arnaud l'écouta attentivement. La vieille femme expliqua qu'Alan vivait là avec son petit frère.
qu'elle faisait de petits travaux, aidait les autres et ne causait jamais de problème. Elle fit asseoir Arnaud sur une caisse et poursuivit. Elle est différente des autres. Beaucoup d'enfants ici pleurent, se battent ou mendient, mais elle reste calme et responsable. Elle ne se plaint jamais, même quand il n'y a pas assez à manger ou quand la pluie passe à travers le toit. Elle veille toujours à ce que son frère ait quelque chose avant elle. Pour gagner quelques sous, Alan portait les courses, nettoyait des cours ou faisait n'importe quel petit boulot sans jamais voler. Parfois, elle ramassait des bouteilles pour les revendre. D'autres fois, elle aidait un vieil homme à porter ses seaux d'eau contre un morceau de pain. Elle ne demandait jamais rien de plus, dit la femme. Seulement du lait, des couches, de la nourriture. Pas de jouets, pas de vêtements. Elle disait, « Ces choses ne comptent pas quand ton frère a faim. » Un poids lourd serra la poitrine d'Arnaud. La fille qui l'avait sauvé vivait ainsi. Il réalisa alors à quel point il ignorait la réalité du monde. Il demanda si quelqu'un savait où elle travaillait. La vieille femme hocha la tête. Alan nettoyait les cages et passait la serpillière dans une animalerie d'un quartier riche loin de là. Elle avait obtenu ce travail parce qu'un employé l'avait vu nourrir un chien errant et lui avait proposé de l'aide. Chaque matin, elle se levait tôt, confiait Lucas à une voisine et marchait longtemps pour quelques pièces. Elle en était fière, ajouta la femme. Ça lui donnait l'impression d'exister. Arnaud demanda des détails sur l'animalerie. C'est alors que la femme lui raconta quelque chose d'étrange. Un jour, Alan avait entendu une cliente chuchoter à propos d'une livraison suspecte. Plus tard, elle avait reconnu cette femme sur une photo dans un journal. C'était l'épouse d'Arnaud. Elle avait vu le nom du produit sur l'étiquette et quand elle avait aperçu la même étiquette chez Arnaud, tout s'était éclairé dans son esprit. Arnaud resta silencieux, absorbant tout ce qu'il venait d'apprendre. Alan n'avait rien deviné au hasard. Elle n'avait pas compté sur la chance. Elle avait tout observé. Elle avait écouté, remarqué, réfléchi. Et lorsqu'un détail ne lui paraissait pas juste, elle faisait confiance à son instinct. Ce n'était pas de la magie, c'était de l'intelligence, celle qu'on ne trouve pas dans les livres ni à l'école, mais dans la survie quotidienne, sans sécurité ni confort. Elle n'avait aucun pouvoir particulier, seulement une conscience aiguë. Elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. Et plus encore, elle avait du courage. Elle avait pris ce qu'elle savait et était allée droit voir un homme en fauteuil, roulant un milliardaire qui aurait pu la ridiculiser, la chasser, ou pire. Mais elle y était allée quand même pas pour se sauver, mais pour sauver son frère. Et ce faisant, elle avait aussi sauvé Arnaud. Il n'arrêtait pas d'y penser. C'était si rare. La plupart des gens auraient détourné le regard. La plupart n'auraient rien risqué pour un inconnu. Mais Alan l'avait fait simplement parce qu'elle refusait de laisser souffrir quelqu'un si elle pouvait agir. Plus Arnaud y réfléchissait, plus il comprenait qu'Alan était une personne hors du commun. Elle avait grandi dans les pires conditions, mais au lieu de devenir amère ou égoïste, elle était devenue forte. Au lieu de voler, elle travaillait. Au lieu de fuir les problèmes, elle les affrontait. Elle n'était pas parfaite, sans doute faisait-elle des erreurs, mais elle avait du cœur et de l'instinct. Dans un monde où la plupart ne pensent qu'à eux-mêmes, elle avait choisi de protéger son petit frère et d'aider un inconnu riche, puissant et froid. Elle n'avait rien demandé en retour, pas même la gratitude. Elle avait simplement disparu après l'opération, retournant à sa vie convaincue qu'Arnaud n'y penserait plus. Mais il y pensait plus qu'il ne l'aurait cru possible. Il ne voulait pas changer sa vie par pitié. Il voulait le faire parce qu'elle le méritait, parce qu'elle valait plus que ce que le monde lui avait donné. Pas parce qu'elle était un miracle, mais parce qu'elle était une personne pleine de valeurs de force et de vérité. Il resta un moment dans le bâtiment, observant l'endroit où elle vivait la réalité qu'elle affrontait chaque jour. Il parla encore à quelques habitants,
Un homme lui raconta qu'Alan avait donné sa couverture à 2 enfants plus jeunes. Un adolescent expliqua qu'elle séparait les bagarres d'enfants sans jamais crier. Chacun avait une histoire, et toutes montraient la même chose, cette fille, qui possédait si peu, donnait tout. Arnaud quitta le lieu, le cœur lourd mais rempli d'un respect nouveau. Ce qu'elle avait fait dépassait tous les contrats qu'il avait signés, toutes les entreprises qu'il avait bâties. Pas parce que c'était spectaculaire, mais parce que c'était vrai pur. Elle s'était mise en danger, non pour la gloire, ni pour un profit, mais parce que c'était juste. Sur le chemin du retour, Arnaud regarda la ville défiler à travers la vitre et repensa à tout ce qu'il avait découvert. Il savait à présent qu'il ne lui devait pas de l'argent, mais quelque chose de plus grand, une chance, un avenir, une vie digne. Et il était prêt à tout donner pour cela. Quelques semaines plus tard, Arnaud se trouvait dans un centre médical, observant les murs blancs, pendant que la kinésithérapeute enroulait des bandes élastiques autour de ses jambes. C'était le début d'un traitement qui pouvait tout changer. Les médecins avaient établi un programme complet, des séances intensives de rééducation, un régime strict et surtout l'arrêt total des pilules et compléments que son ex-femme lui avait autrefois imposés. Chaque aspect de sa vie devait être repensé. Les premiers jours furent éprouvants. Son corps ne répondait pas comme il le voulait. Le moindre mouvement lui demandait un effort colossal. Parfois, il avait envie d'abandonner, mais à chaque fois, il se rappelait pourquoi il faisait tout cela pour prouver qu'il n'était pas fini, qu'il pouvait revivre pleinement. Les jours passèrent, puis les semaines. Un matin, pendant une séance, la thérapeute lui demanda d'essayer de bouger les orteils. Il se concentra, fixa son pied, et à sa stupeur, son gros orteil gauche remua légèrement. C'était infime, presque invisible, mais réel. La thérapeute sourit. « C'est un bon signe, dit-elle. Il y a de l'espoir. » Il observa son pied encore et encore, s'assurant que ce n'était pas son imagination. Son cœur s'accéléra, non par peur, mais à cause d'un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Pendant des années, il avait cru que cette partie de sa vie était finie. Et voilà que soudain, marcher n'était plus un rêve. Les médecins restaient prudents, mais confirmaient sa progression. Rien n'était garanti, mais la voie était ouverte. Il suivit chaque étape du programme sans se plaindre. Il se levait tôt, mangeait sainement, assistait à toutes les séances et donnait tout de lui-même. La douleur faisait partie du processus, mais il l'acceptait. Cette douleur prouvait que son corps se réveillait. Chaque petit progrès était une victoire, une preuve qu'il avançait enfin. Il avait l'impression de se battre enfin pour quelque chose de vrai pour son avenir. Et à mesure que son corps changeait, son esprit changeait aussi. La frustration et la colère qu'il avait autrefois consumées commencèrent à s'effacer. Un jour, pendant une de ses rares pauses, Arnaud demanda à son assistant de le ramener à l'endroit où Alan avait été vu pour la dernière fois. Il n'expliqua pas pourquoi. Il dit simplement « J'ai besoin de lui parler à nouveau ». Cette fois, ils n'eurent pas à chercher longtemps. Elle était là près du refuge, portant son petit frère emmitouflé dans une couverture. En voyant la voiture, elle s'arrêta mais ne s'enfuit pas. Arnaud baissa la vitre. « Alan », dit-il. Elle s'approcha calmement comme toujours. Ses yeux paraissaient les plus âgés que son visage. Elle ne sourit pas. « Je t'avais dit que tu remarcherais », dit-elle simplement. « Maintenant, c'est ton tour. Tu avais promis de sauver mon frère. » Arnaud ouvrit la portière et hocha la tête. « Je ne vais pas seulement sauver ton frère, je vais te sauver toi aussi. » Alan resta silencieuse. Elle semblait hésiter, cherchant dans son regard s'il était sincère. Arnaud ne souriait pas. Il le pensait vraiment. Pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il agissait pour une raison qui n'avait rien à voir avec l'argent, le pouvoir ou le contrôle.
Elle s'assit à côté de lui, à l'arrière de la voiture, tenant Lucas contre elle. Arnaud observa le bébé. Il paraissait plus fort. L'opération avait réussi, mais le chemin serait encore long. Lucas aurait besoin de soins réguliers, d'un suivi médical, d'une bonne alimentation et d'un foyer sûr. Arnaud avait déjà commencé à tout organiser, mais maintenant qu'Alan était à ses côtés, tout semblait plus concret. Il lui expliqua son plan, un endroit propre et tranquille pour vivre, une école pour elle, un médecin permanent pour Lucas. « Pas de piège, pas de conditions, dit-il. Je veux que vous ayez un avenir. » Alan resta silencieuse un moment, regardant par la fenêtre. « La plupart des gens nous oublient, » murmura-t-elle. Il détourne les yeux. Arnaud hocha la tête. « Moi aussi, » admit-il. « Mais plus maintenant. » Pendant le reste du trajet, ils parlèrent peu, mais quelque chose avait changé. Pendant des années, Arnaud s'était senti vide, amer, utilisé. Maintenant, assis à côté de cette jeune fille courageuse, il ressentait quelque chose de plus fort que la colère, une mission qui ne faisait que commencer. De retour chez lui, Arnaud entreprit de véritables changements. Il ne se contenta plus d'écrire des chèques ou de passer des appels, il s'impliqua personnellement. Il visita le refuge, parla aux familles, interrogea les travailleurs sociaux. Il demanda ce dont les gens avaient vraiment besoin, au lieu de supposer qu'ils savaient déjà. Alan participait à chaque étape. Il ne la traitait pas comme une assistée, mais comme une partenaire. Elle lui apprenait à voir le monde qu'il avait ignoré. Elle lui montrait que les petites choses comptaient, un endroit sûr pour dormir, des vêtements propres, un adulte honnête qui écoute. Avec ses moyens, Arnaud lança un projet durable, un centre d'accueil pour enfants et familles sans abri où ils pouvaient rester le temps de trouver un foyer. Alan y travaillait chaque jour, veillant à ce qu'aucun enfant ne soit oublié. Lucas recevait des soins réguliers et reprenait du poids. Peu à peu, même les équipes d'Arnaud, médecins, avocats, architectes, commencèrent à la respecter. Ils cessèrent de la voir comme une fille des rues. Ils virent enfin ce qu'Arnaud avait compris depuis longtemps. Elle était brillante, courageuse et forte. Au fil des semaines, la rééducation d'Arnaud progressa. Il pouvait désormais bouger les 2 pieds et commençait à sentir ses jambes. Les thérapeutes étaient optimistes. « Si tout continue ainsi, vous pourriez vous tenir debout d'ici quelques mois », lui dirent-ils. Mais pour lui, les vrais progrès n'étaient pas seulement physiques, ils étaient intérieurs. Il avait passé sa vie à bâtir un empire fondé sur l'argent et le contrôle. Désormais, il construisait autre chose, la confiance, le lien, le sens. Chaque matin, lorsqu'il ouvrait les yeux, il ne ressentait plus l'amertume. Il se sentait concentré. Il attendait avec impatience les séances de thérapie, les réunions sur le chantier du centre, les moments passés avec Alan et Lucas. Un jour, alors qu'il transpirait après une longue séance, Alan entra dans la salle de rééducation, tenant un dessin. C'était une image faite par Lucas, lui et sa sœur, et Arnaud debout côte à côte. Elle le lui tendit sans un mot. Arnaud le regarda, sourit, hocha la tête. Il comprit alors quelque chose de simple, mais d'immense. Elle l'avait sauvé. Et désormais, c'était à lui de continuer à les sauver tous les deux. Quelques semaines plus tard, Arnaud retourna dans le quartier où il avait rencontré Alan pour la première fois. Mais cette fois, il ne se cachait plus derrière les vitres teintées d'une voiture. Il descendit, marcha prudemment soutenu par une canne et avança entre les immeubles délabrés. Ses pas étaient infaibles, mais c'étaient les siens. Il n'était plus le milliardaire distant, enfermé dans un fauteuil, mais un homme qui voulait comprendre. Les gens le remarquèrent. Certains étaient curieux, d'autres méfiants. Quelques-uns, le reconnaissant, lui adressèrent un signe de tête respectueux. Au lieu de se presser, Arnaud prit son temps. Il s'arrêta pour parler, aux habitants posa des questions et surtout écouta vraiment.
Une femme lui parla de sa mère malade, qui ne pouvait pas se procurer de médicaments. Un homme lui expliqua qu'il ne trouvait pas d'emploi stable faute de papiers en règle. Non loin des enfants jouaient avec des jouets de fortune, tandis que les plus âgés portaient leurs petits de frères et sœurs sur le dos. Arnaud comprit alors qu'Alan n'était pas un cas isolé. Beaucoup d'enfants ici étaient des aidants survivants par instinct, faisant de leur mieux sans aucune aide. Il s'enfonça plus profondément dans le quartier passant, devant des immeubles prêts à s'effondrer et des ruelles encombrées d'ordures. Chaque coin révélait une nouvelle histoire. Il rencontra un adolescent qui avait quitté l'école pour s'occuper de ses sœurs jumelles. Une grand-mère qui élevait 4 petits-enfants après la disparition de leurs parents. Une mère qui lui montra un carnet rempli de factures et d'ordonnances impayées. Arnaud parlait peu. Il demandait leurs noms, leurs besoins, comment ils en étaient arrivés là. Il voyait leurs visages de près, des yeux fatigués, des voix calmes, une force cachée sous des couches de survie. Ce n'était pas seulement la pauvreté. C'était la négligence venue de toutes parts, la société, les institutions, les puissants. Et lui, jadis, en faisait partie. Quelqu'un qui n'avait jamais regardé assez bas pour voir ce qu'il y avait en dessous. Debout là, il vit enfin clair. Alan n'était qu'une parmi tant d'autres, et chacun de ses visages méritait la même attention, la même seconde chance. Ce soir-là, il rentra chez lui le cœur lourd, mais plus déterminé que jamais. Le lendemain, Arnaud réunit son équipe juridique et de planification. Il fit venir des experts en éducation, en santé et en services sociaux. Il voulait construire quelque chose de différent, une solution durable, pas une vitrine philanthropique. Après de longues discussions et plusieurs jours de réflexion, le projet prit forme. Il créerait une fondation, pas une œuvre de charité pour les apparences, mais un programme réel continu, axé sur 3 priorités. La première, le soutien aux enfants aidants, comme Alan, qui s'occupaient seuls de leurs proches malades ou de leurs frères et sœurs. Ils recevraient un accompagnement émotionnel de la nourriture, un toit et une éducation. La deuxième, la détection des maladies cachées. Beaucoup de familles ignoraient leur état de santé, faute d'accès à un diagnostic. Des cliniques mobiles se rendraient régulièrement dans les quartiers. Et la troisième, la sécurité et l'éducation pour les familles devenues invisibles. Cela signifiait un logement sûr, une aide juridique et un chemin vers l'autonomie. Arnaud ne voulait pas construire des solutions temporaires. Il voulait un impact durable, et pour la première fois, il savait exactement où commencer. Il appela cela les pas d'Alan. Les pas d'Alan. Le nom lui vint naturellement sans besoin de réunion ni de slogan. Chaque pas qu'il avait fait depuis leur rencontre l'avait mené jusqu'ici. Ce n'était pas seulement pour lui rendre hommage, mais pour prolonger sa force, son courage et son combat silencieux. Il contacta des architectes pour concevoir des centres sûrs et accueillants, recruta des professionnels expérimentés dans le travail de terrain. Mais surtout, il engagea des gens, issus de ces mêmes quartiers, des personnes comme la vieille femme qui lui avait parlé d'Alan, des gens qui connaissaient déjà les familles et leurs difficultés. Le premier centre ouvrirait dans ce même quartier, puis d'autres suivraient pas dans des tours de verre, mais dans des lieux simples, propres, chaleureux. Des endroits où les enfants pourraient se sentir en sécurité, où les mères pourraient se reposer, où plus personne ne serait oublié. Arnaud se sentait animé d'une énergie qu'il n'avait pas connue depuis des années, non pour le profit ni la réputation, mais pour un vrai changement. Un changement humain. Lors d'une réunion de planification, Alan fut invité par Arnaud lui-même. Elle parla peu, mais sa présence suffisait à rappeler à chacun pourquoi ils étaient là. Elle regarda les plans, les documents, les listes de projets, puis leva les yeux vers lui. « Est-ce que cela aidera vraiment des gens comme nous ?» demanda-t-elle. Arnaud hocha la tête. « Oui, répondit-il. Et pas seulement aider.
Cela rendra aux gens ce qu'on leur a refusé trop longtemps une chance. Alan ne sourit pas, ne dit rien de plus. Elle hocha simplement la tête, comme pour dire « Alors continue ». Ce moment resta gravé en lui. Il lui rappela de ne jamais perdre le cap. Ce n'était plus une question de sauver une fille et son frère, mais d'utiliser tout ce qu'il avait pour cesser de détourner le regard. Autrefois, il avait été un homme prisonnier de son argent, de son orgueil et de sa douleur. À présent, il marchait de nouveau physiquement, mais aussi intérieurement. Chaque fois qu'il venait qu'il écoutait, il faisait un pas de plus. Et ces pas, c'étaient ceux d'Alan qui le guidaient avec une clarté et une force qu'elle-même ne soupçonnait pas. Le jour de l'inauguration arriva. Ce n'était pas un événement médiatique. Pas de photographes, pas de discours. Juste des portes ouvertes, un repas chaud et un lieu sûr où s'asseoir. Les familles arrivèrent lentement. Certaines hésitaient, d'autres pleuraient. Des bénévoles aidaient les enfants à s'inscrire à l'école. Des infirmières vérifiaient les symptômes. Des assistantes sociales remplissaient des formulaires pour l'aide juridique. Arnaud se tenait discrètement dans un coin, observant la scène. Alan était assise à côté de lui, Lucas sur ses genoux. Le petit garçon souriait et tendait la main vers Arnaud. Il laissa l'enfant attraper son doigt et le serra doucement. Ce simple geste lui rappela pourquoi tout cela comptait. Il regarda autour de lui et vit les visages changer. Pas parce que tout était résolu, mais parce que pour une fois, quelqu'un se souciait d'eux. Il se tourna vers Alan et dit « C'est aussi grâce à toi ». Elle ne répondit pas, mais son regard suffisait. À partir de ce jour-là, les pas d'Alan devinrent plus qu'une fondation. C'était une promesse continuée à avancer, même lorsque la route est difficile. Aider ceux qui aident les autres. Et ne jamais oublier la fille qui avait appris à un milliardaire ce qui compte vraiment. L'ancienne école abandonnée silencieuse à la périphérie du quartier n'était plus la même. Ses murs fissurés et tachés avaient été réparés et peints de couleurs chaudes. Les salles de classe, autrefois vides, étaient maintenant remplies d'étagères de bureaux d'affiches colorées et d'un éclairage doux. Une grande partie du bâtiment avait été transformée en centre médical, avec des lits propres, du matériel de base et une équipe de professionnels prêts à aider. Une autre zone servait désormais d'espace commun, un lieu où les familles pouvaient se reposer, manger, parler. L'ancien terrain de jeu avait été reconstruit avec des balançoires sûrs, un petit terrain de foot et un espace pour les plus jeunes. Le jour de l'ouverture, les habitants arrivèrent tôt, vêtus de leurs plus beaux habits. Certains tenaient leurs enfants par la main, d'autres apportaient des plats faits de maison à partager. L'excitation se mêlait à une certaine nervosité. Ils avaient entendu des promesses auparavant, mais jamais rien d'aussi concret. Le bâtiment avait changé, oui, mais surtout, ils sentaient que peut-être leur vie allait en changer aussi. Arnaud arriva devant le centre aidé de sa canne. Marcher lui demandait encore des efforts, mais il marchait. Pour lui, ce moment était bien plus qu'une cérémonie d'ouverture, c'était la preuve du chemin parcouru. Les gens le regardaient en silence. Pour beaucoup, il n'avait été qu'un nom, un homme riche et lointain. Mais aujourd'hui, il leur apparaissait humain, présent, transformé. Debout près d'une petite estrade en bois, il attendit que le silence se fasse, puis prit la parole. Sa voix était claire, mais chargée d'émotion. Il ne parla pas de chiffres ni de projets. Il commença par un nom, Alan. Il raconta comment une fille issue de ce même quartier était entrée dans sa vie et l'avait bouleversée. Il parla du jour où il l'avait vue entrer dans un restaurant avec son frère, dans les bras prononçant une phrase qui paraissait insensée. Il avoua qu'il avait ri, douté, ignoré. Mais cette fille n'était pas partie. Elle était restée calme, forte sûre d'elle. Alan croyait en quelque chose que personne d'autre ne voyait la vérité. Même quand personne ne voulait l'entendre.
Il parla de son courage, de sa détermination, de la manière dont elle avait sauvé son frère. Puis il marqua une pause avant de dire la voix tremblante. Elle n'a pas seulement sauvé son frère. Elle m'a sauvé moi aussi. J'étais prisonnier d'une cage que je ne voyais pas. Et aujourd'hui, grâce à elle, je suis debout. Je ne fais pas que marcher à nouveau. Je ressens. Un silence suivit. Puis les applaudissements commencèrent timides, d'abord, puis grandissants. Certains essuyaient leurs larmes, d'autres hochèrent la tête, profondément touchés. Après son discours, Arnaud appela Alan sur scène. Elle monta lentement Lucas dans un bras, vêtu d'une robe simple qu'on lui avait offerte pour l'occasion. Elle paraissait petite, face aux lumières et à la foule, mais ne montrait aucune peur. Son visage était sérieux, ses yeux attentifs. Arnaud se pencha légèrement et lui remit un certificat. « À partir d'aujourd'hui, dit-il, tu es l'ambassadrice jeunesse des pas d'Alan. » La foule applaudit de nouveau. « Tu feras partie de chaque décision. Ta voix comptera toujours ici. » Alan regarda le document, puis la foule. Elle ne fit pas de grand discours. Elle dit simplement « Merci » et serra le papier contre elle. C'était suffisant. Tout le monde savait ce qu'elle avait fait, tout le monde savait ce qu'elle avait traversé. Ce moment était sa reconnaissance, non plus seulement comme survivante, mais comme leader. Lorsqu'elle redescendit près d'Arnaud, les applaudissements continuèrent. La fondation avait désormais un nom, une mission et un visage que personne n'oublierait jamais. Les familles visitèrent le nouveau centre après la cérémonie. Les enfants riaient en courant dans les couloirs. Les parents découvraient les salles de classe et les espaces médicaux avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Des bénévoles expliquaient le fonctionnement des programmes repas gratuits, cours soutien médical et accompagnement psychologique. Tout avait été conçu selon les besoins réels des habitants. Alan restait près de Lucas, observant tout en silence. Des gens venaient la voir, certains, pour la remercier, d'autres, simplement pour lui dire qu'ils étaient fiers d'elle. Elle n'avait pas l'habitude d'attirer l'attention, mais elle resta calme, concentrée comme toujours. Arnaud passa le reste de l'après-midi à marcher lentement dans le bâtiment parlant avec les familles, écoutant leurs idées, notant leurs suggestions. Il savait qu'il n'avait pas terminé. Il ne voulait pas que ce soit la dernière étape. Ce n'était que le début. Il avait compris que le vrai changement ne venait pas des murs, mais des gens de la confiance, du fait de donner la parole à ceux qu'on ignore. Et maintenant, avec Alan à ses côtés, il était déterminé à continuer aussi longtemps qu'il le faudrait. Lorsque le soleil commença à se coucher, la plupart des invités rentrèrent chez eux. Quelques-uns restèrent pour aider à ranger. Arnaud s'assit sur un banc, près du terrain de jeu, observant les enfants courir, pendant que leurs parents discutaient à proximité. Alan s'assit à côté de lui, donnant à Lucas une petite collation. Ils ne parlèrent presque pas. Le silence entre eux était paisible, plein de compréhension partagée. Arnaud regarda autour de lui et sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Il avait construit des entreprises, gagné des prix, signé des contrats à des millions, mais rien n'avait jamais eu autant de sens. Il se tourna vers Alan et murmura « Il reste encore tellement à faire. » Elle hocha la tête. « Je sais, » répondit-elle. Et c'était vrai. Ils avaient de fait le premier pas ensemble. Le centre était ouvert. Les gens étaient là, l'aide avait commencé. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Le combat pour la dignité, la justice et la solidarité ne faisait que commencer. Arnaud se leva lentement et sourit. Le voyage n'était pas terminé, mais cette fois, il ne le ferait pas seul. Après l'inauguration, alors que la plupart des invités étaient repartis et que le centre retrouvait son calme, Arnaud demanda à Alan et à sa grand-mère adoptive de rester pour une conversation privée. Il ne voulait pas que ce moment soit précipité ni trop formel.
Il choisit une salle tranquille à l'intérieur, avec quelques chaises et une table ronde. Il s'assit en face d'elle, sa canne à portée de main, mais plus assuré qu'avant. Alan gardait Lucas endormi sur ses genoux, tandis que sa grand-mère reposait ses mains jointes sur ses genoux. Arnaud les regarda un instant avant de parler. « J'ai beaucoup réfléchi à la suite », commença-t-il. « Pas seulement pour la fondation ou la communauté, mais pour vous aussi. » Alan leva les yeux intrigué. Il continua. « Je ne veux pas seulement vous aider de loin. Je veux faire vraiment partie de vos vies. Je veux devenir votre tuteur légal. Pas pour vous contrôler, mais pour vous protéger, pour marcher à vos côtés. » Le visage d'Alan se figea sous le choc. Ses yeux se remplirent de larmes. Sa grand-mère posa doucement une main sur son épaule. Arnaud poursuivit. « Tu as vécu trop de choses seule. Tu as dû être forte, alors que tu aurais dû être une enfant. Je veux changer ça. Je veux que tu n'aies plus jamais à t'inquiéter pour la nourriture, le toit ou les soins. Je veux que tu ailles à l'école, que tu aies un vrai foyer, que tu puisses redevenir une enfant. Et je veux que Lucas grandisse entouré d'amour et de sécurité. » Alan essuya ses joues et murmura. « Pourquoi ferais-tu cela? » Arnaud se pencha un peu. « Parce que tu m'as sauvé. J'étais entouré de richesses, mais j'étais perdu. Tu es entré dans ma vie, et tu m'as donné une raison de changer. Aujourd'hui, je veux être là pour toi, vraiment. » À ce moment-là, Alan se leva, s'approcha de lui et le serra fort dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Toujours blottie contre lui, elle dit « Je voulais juste sauver mon frère, c'est tout. Mais maintenant, j'ai l'impression d'avoir sauvé quelqu'un d'encore plus grand. » Arnaud posa une main sur son dos, la tenant doucement, mais fermement. Il ne parla pas. Le silence suffisait. Sa grand-mère les regardait, émue, les yeux humides. Elle avait vu Alan porter un poids bien trop lourd trop longtemps. Voir enfin quelqu'un venir, non pas pour prendre sa place, mais pour partager ce fardeau, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais osé espérer. Lorsqu'ils quittèrent le centre plus tard, ce soir-là, ils partirent ensemble. Non plus comme des inconnus, mais comme quelque chose de nouveau, le commencement d'une famille. Arnaud avait tout préparé à l'avance. Un nouvel appartement les attendait. Rien d'extravagant, mais chaleureux sûr, et assez spacieux pour que chacun s'y sente chez soi. Il y avait 2 chambres, des meubles propres, une cuisine bien équipée et des couvertures douces pliées soigneusement sur les lits. C'était le genre d'endroit qu'Alan n'avait vu qu'à travers les vitres jusqu'à maintenant. Lorsqu'ils entrèrent pour la première fois dans l'appartement, Alan ne dit pas grand-chose. Elle traversa lentement les pièces, effleurant les objets du bout des doigts, comme pour s'assurer que tout cela était réel. Lucas dormait dans ses bras lorsqu'elle s'assit sur le canapé neuf, et sa grand-mère resta debout dans la cuisine, regardant autour d'elle, comme si elle essayait de comprendre comment la vie avait pu changer aussi vite. Arnaud observait la scène avec un sourire tranquille. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait pas le besoin d'expliquer, d'impressionner ou de diriger. Il voulait simplement être là. Ce soir-là, ils partagèrent un repas simple, du riz, des haricots, du poulet et du jus. Alan aida à mettre la table et Arnaud installa Lucas dans une petite chaise haute. Ils mangèrent lentement, parlèrent un peu et rirent doucement en voyant Lucas mettre de la nourriture partout. Il n'y eut ni grand discours, ni moment théâtral, seulement le bruit des couverts et la chaleur d'être ensemble, quelque chose d'aussi ordinaire que précieux pour eux. Dans cette simplicité, Arnaud sentit une paix profonde qu'il n'avait jamais connue. Après le dîner, Alan aida sa grand-mère à s'installer dans sa chambre, puis revint s'asseoir près de la fenêtre. Arnaud la rejoignit. Dehors, les lumières de la ville scintillaient, mais à l'intérieur, tout était calme. « Je n'ai jamais eu quelque chose comme ça », dit-elle doucement. « Un endroit qui ressemble à une maison qui ne disparaîtra pas demain. » Arnaud hocha la tête. « Maintenant tu l'as et tu le garderas.
je te le promets. Ils ne parlèrent pas beaucoup après cela. La journée avait été longue, riche en émotions. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. Ils n'étaient plus seulement liés par les circonstances. Ils avaient choisi de rester dans la vie, l'un de l'autre de construire quelque chose fondé sur la confiance, pas sur le besoin. Cette nuit-là, Arnaud regagna sa chambre lentement. Chaque pas demandait encore un effort, mais son corps ne lui semblait plus une prison. Il se sentait vivant, utile à nouveau. Allongé dans son lit, il ferma les yeux avec une pensée claire. Ce n'était pas de la charité. C'était une famille, une nouvelle famille bâtie non sur le sang, mais sur la vérité, la lutte et la volonté sincère de se soucier des autres. Le matin, la lumière entra à travers les rideaux ouverts. Lucas était déjà réveillé, rampant sur le sol du salon, pendant qu'Alan préparait le petit déjeuner. Sa grand-mère fredonnait doucement dans la cuisine, en coupant des fruits. Arnaud entra s'appuyant sur sa canne, et tous levèrent la tête vers lui. Personne ne dit rien de grandiose. C'était juste un nouveau jour. Mais pour eux, cela signifiait beaucoup, se réveiller sans peur, savoir d'où viendrait le prochain repas, avoir quelqu'un à qui parler. Arnaud s'assit à la table et Alan posa une tasse de café devant lui. « On n'a pas encore tout compris, dit-elle. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de tout comprendre. Peut-être que ça suffit pour l'instant. » Il sourit. « Oui, ça suffit. » Leur parcours avait été fait de douleurs de perte et de choix difficiles, mais il leur avait offert quelque chose de rare, une seconde chance. Arnaud regarda autour de la table les personnes qu'il appelait désormais sa famille. Ses pas restaient lents, mais son cœur n'avait jamais été aussi léger. La nuit tomba doucement. Les lumières de l'appartement étaient tamisées, tout était paisible. Alan et Arnaud étaient assis côte à côte sur le petit canapé du salon. La télévision était éteinte. Personne ne parlait. Le silence était doux, confortable. Lucas dormait enfin dans son berceau après une longue journée. Sa poitrine montait et descendait calmement ses petites mains, agrippant le bord de sa couverture. Alan le regardait avec tendresse. Ses yeux ne semblaient pas fatigués, mais sereins. Elle se tourna vers Arnaud, qui buvait lentement son thé, sa canne appuyée contre le canapé. Il avait changé pas seulement physiquement, même s'il allait mieux, mais dans sa façon d'être, d'écouter, de partager l'espace avec quelqu'un. Après un long moment, Alan rompit le silence d'une voix douce. « Tu crois au miracle maintenant ?» Sa voix n'était pas moqueuse, juste sincère, curieuse. Arnaud la regarda, puis sourit, pas un sourire forcé, un vrai. « Je crois en toi », répondit-il. Alan baissa légèrement la tête et laissa échapper un petit rire ému, à moitié incrédule. C'était étrange d'entendre un homme comme lui dire une chose pareille. Cet homme qui autrefois ne croyait qu'en la logique, en la science, en le contrôle. Et maintenant, il prononçait des mots qui n'avaient rien à voir avec la raison. Elle tourna les yeux vers Lucas. « Il est en sécurité maintenant, dit-elle. Il a une chance. » Arnaud acquiesça. « Et toi aussi, ajouta-t-il. Et moi également. » Pendant l'heure qui suivit, ils parlèrent de tout ce qui avait changé. La fondation grandissait déjà. Après le succès du premier centre, d'autres personnes commençaient à proposer leur aide. D'autres communautés commencèrent bientôt à demander le même soutien. Des familles partagèrent leurs histoires. Et soudain, l'idée née de la voix d'une seule fille devint quelque chose de bien plus grand. Le projet. L'EHPAD Alan ouvrit de nouvelles antennes et de plus en plus d'enfants, comme Alan et Lucas, reçurent enfin les soins et l'attention qu'ils méritaient. Arnaud commença à visiter personnellement chaque nouveau centre marchant, lentement mais fièrement, à travers les couloirs, serrant la main des employés locaux, s'asseyant aux réunions communautaires et surtout, écoutant vraiment. Écoutant ce que les gens avaient à dire.
Il ne voyait plus ses visites comme de la charité, ni comme un devoir. C'était devenu une partie de sa vie. Il rencontra des enfants qui lui rappelaient Alan, des garçons portant leurs petits frères sur le dos des filles, sachant préparer le biberon mieux que n'importe quel adulte. Et dans chaque lieu qu'il visitait, quelqu'un lui demandait toujours des nouvelles de la fille, à l'origine de tout cela. Son nom, son visage, sa force étaient devenus le symbole de quelque chose de vrai, de possible. Arnaud racontait toujours la même histoire, comment une fille avait changé sa vie, non pas par la science, mais par le courage. La transformation qu'il avait vécue ne concernait pas seulement sa capacité à marcher à nouveau. C'était une renaissance humaine. Il n'était plus cet homme enfermé dans l'amertume, l'orgueil et le doute. Celui qui jadis rejetait tout ce qu'il ne pouvait pas expliquer menait désormais avec quelque chose de nouveau. La foi non pas en des miracles tombés du ciel, mais en l'humain. Il n'oublia jamais ce qui l'avait conduit là. Ce n'était ni une percée médicale, ni une machine coûteuse, ni un grand médecin. C'était un simple moment dans un restaurant. Une fille en haillons, portant un bébé, le regardant droit dans les yeux et osant dire ce que personne d'autre n'aurait dit. Elle n'avait pas supplié, elle n'avait pas demandé pitié. Elle avait simplement dit la vérité. Et cette vérité avait brisé les murs qu'il avait mis des années à ériger autour de lui. Arnaud pensait souvent à leur première rencontre, à quel point il aurait été facile de l'ignorer, à quel point il était passé près de manquer la chance qui avait tout changé. Et si je ne l'avais pas écouté, se demandait-il parfois. Mais il l'avait fait. Et cette décision, celle d'écouter, l'avait sauvé. Elle l'avait fait remarcher pas seulement physiquement, mais intérieurement, émotionnellement. Il avait marché de nouveau dans la vie, vers le lien vers un but. Et tout cela grâce à quelqu'un qui n'avait pas abandonné, même quand le monde lui disait qu'elle ne comptait pas. C'était là le vrai commencement de tout. Un soir, lors d'une petite réunion au premier centre de la Fondation, Arnaud fut invité à dire quelques mots. Il n'y avait ni caméra, ni journalistes, seulement des parents, des enfants, des bénévoles et quelques membres du personnel. Il n'avait rien préparé. Il se leva simplement et parla avec le cœur. Il leur raconta qu'autrefois, il ne croyait qu'aux choses mesurables et tangibles. Il leur confia à quel point il avait été brisé, même quand le monde le croyait comblé. Puis il désigna Alan assise au premier rang avec Lucas sur les genoux. « Elle a vu ce que personne d'autre ne voyait, dit-il. Et au lieu de se taire, elle a parlé. Ce moment n'a pas seulement changé sa vie. Il a changé la mienne. Et beaucoup d'autres. » Des larmes apparurent dans la salle, non pas de tristesse, mais de compréhension. Tous savaient ce que signifiait être ignoré, réduit au silence, se battre seul. Et maintenant, ils avaient la preuve que même la plus petite voix pouvait déclencher les plus grands changements. Plus tard ce soir-là, de retour à l'appartement, après que Lucas se soit endormi et que tout soit redevenu calme, Alan répéta sa question d'autrefois. « Alors vraiment, tu crois au miracle ?» Cette fois, Arnaud ne répondit pas seulement par des mots. Il regarda autour de lui, les meubles, les photos accrochées au mur, les rires de la journée encore suspendus dans l'air. « Le miracle, dit-il doucement, ce n'était pas de remarcher. Le miracle, c'était d'écouter, et je suis heureux de l'avoir fait. » Alan sourit, s'adossa à sa chaise et ferma les yeux un instant. Elle n'avait pas besoin d'en entendre plus, cette réponse suffisait. Dehors, le monde continuait de tourner, mais à l'intérieur de ce foyer, quelque chose de rare avait vu le jour, un lien, une confiance, une famille. Le genre d'union qu'aucun accident, aucune trahison, aucun système ne pouvait détruire. Le parcours d'Arnaud n'avait pas été parfait. Il n'avait pas été simple, ni sans douleur, mais il avait été vrai. Et au fond, le plus grand miracle n'était pas qu'il ait retrouvé l'usage de ses jambes, mais qu'il ait enfin compris ce qui comptait
et qu'il ait choisi d'y croire de tout son cœur. Et voilà, l'histoire touche à sa fin. Merci d'avoir été jusqu'ici. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, le plus beau, le plus difficile. Et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.